Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Canal Algérie pour votre espace économique. L'heure écho, le dernier numéro de cette année, nous allons le consacrer à une émission donc qui va nous plonger d'ores et déjà en 2023 le statut de l'auto-entrepreneur, un statut qui ambitionne d'organiser les nouvelles activités économiques apparues avec l'émergence de l'économie numérique, de l'économie de la connaissance également, des activités qui n'étaient régies jusqu'à maintenant par aucun cadre légal. Nous allons décortiquer dans cette émission ce statut, voir comment il contribue à développer l'esprit entrepreneurial, comment il faciliterait aux jeunes l'accès au travail. Parmi les avantages de ce statut, on compte une simplification, l'option d'immatriculation au registre du commerce. La même loi impose également à l'auto-entrepreneur l'inscription au registre national de l'auto-entrepreneur, de faire une déclaration auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés. Un texte, selon certains spécialistes, qui vient parachever le processus de relance économique annoncé par le président de la République, couronné par l'apparition de plusieurs textes législatifs à l'instar de la nouvelle loi sur l'investissement. Pour en parler, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Nassima Al-Hab. Vous êtes chargée d'études et de synthèse au sein du ministère de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Nous allons aborder avec vous ce texte dans ses détails et vous allez nous expliquer les démarches pour obtenir sa carte d'auto-entrepreneur. Jalal Bouabdallah, vous êtes expert en économie numérique. Vous allez nous livrer dans un instant votre vision sur ce statut de l'entrepreneur et faire un parallèle avec nos voisins, les pays africains. Anis Abebsia, vous êtes directeur général de Zone. Vous allez nous dire comment ce statut pourrait vous aider à faire appel à des professionnels pour des missions ponctuelles. Et Nazim Sini, vous êtes enseignant en économie à l'Université Aix-Marseille. Vous êtes entrepreneur également. Vous allez nous faire un parallèle avec d'autres pays, notamment la France et d'autres pays européens. Merci à tous les quatre de participer à cette émission, l'heure écho que nous avons choisi d'intituler Statut de l'auto-entrepreneur, quel avantage pour notre économie? Et nous allons commencer avec vous, Nassima Al-Hab. Je rappelle que vous êtes chargé d'études et de synthèse au ministère de l'économie, des startups, d'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Alors, bonne nouvelle pour les jeunes, pour avoir un statut légal, pour revenir à l'économie, sortir de l'économie parallèle et revenir à l'économie encadrée. Oui, effectivement, et aussi des opportunités pour cadrer des activités qui existent déjà et avec une vision de pérenniser ces activités jusqu'à présent sans aucun, sans aucun cadre légal, mais sans aucun droit ni obligation de ces personnes-là. Alors, qu'est-ce qui va changer ce statut pour les personnes qui n'avaient pas un cadre légal jusqu'à maintenant? En fait, avant de procéder à être initiateur de ce texte ou cette loi, il y a eu plusieurs demandes de par les jeunes qui font des activités qui sont apparues avec l'émergence de l'économie de la connaissance, mais aussi de l'économie numérique. Et pas que, puisque dans sa philosophie et son objectif, il touche toute activité qui se fait à titre volontaire et qui est génératrice de revenus. Nous avons aussi remarqué que certaines personnes, pour une couverture sociale, étaient dans l'obligation d'occuper de postes, par exemple, juste pour avoir une couverture sociale et le droit à la retraite. Donc ce cadre-là va donner cette chance à ces personnes-là, tout en activant ou en s'impliquant à développer leur activité et leur savoir-faire par rapport à ce qu'ils font jusqu'à présent. Alors, avant de donner la parole aux autres invités, est-ce que vous pouvez nous simplifier aussi les conditions pour accéder au statut de l'auto-entrepreneur, pour avoir sa carte? Les conditions sont simples. En tout cas, il faudrait avoir bien sûr une activité qui génère de l'argent, parce qu'on va s'engager vis-à-vis le fisc, mais aussi vis-à-vis la couverture sociale, à savoir la CASNOS. Il faut avoir l'âge légal de travail, parce que c'est une réglementation générale. Il faut résider en Algérie, qu'on soit algérien ou étranger avec autorisation de travail. Et puis, simplement ça. Yanis Abebsia, vous avez suivi vous aussi. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'agence Zone. Vous avez suivi aussi l'apparition de ce statut. Qu'est-ce qui va changer pour votre activité, par exemple? Beaucoup de choses. En fait,
quelque part, nous avons déjà, depuis la création de l'agence, fait appel à ce type de prestataires de services qui sont indépendants. Et en fait, parce qu'en fait, pour une entreprise qui est prestataire de services, notamment dans le numérique, il est quasiment impossible de remplir, si vous voulez, toutes les demandes de projets qui sont complexes. Et donc, on a toujours fait appel à ce type de prestataires indépendants qui complètent notre offre de services. Ce qui va changer, c'est que, en fait, jusqu'à maintenant, ce type de prestataires, nous collaborions avec eux sous forme d'une sorte d'encadrement qui s'appelait simplement des contrats de consultants. Et ces contrats de consultants, en fait, ils ont un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire qu'ils sont plafonnés. Et donc, par exemple, si je collabore avec un consultant X, je ne peux pas aller au-delà d'un certain plafond et donc je suis contraint d'aller voir quelqu'un d'autre alors que les choses allaient bien avec ce premier. Aussi, ce qui va changer, c'est que ces personnes-là vont être eux-mêmes plus à l'aise. Étant donné qu'ils sont dans le cadre d'une couverture sociale et ils ont des droits et des obligations, en fait, nous-mêmes, quand on discute avec eux, ils nous expriment une sorte de frustration, le fait que, malgré le fait qu'ils exercent une activité, qu'ils ont des revenus jusqu'à maintenant, et ça a toujours été à moitié un petit peu une sorte d'activité qui n'a jamais été officiellement officielle, quoi. Et donc, ces gens-là ont toujours eu un sentiment que ils sont pas tout à fait réglo. Et donc le fait de voir ce statut émerger, c'est simple, parce qu'en fait on va juste accéder à plus de viviers de ressources qui sont complètement compatibles légalement, et donc on va avoir plus de choix au piocher des ressources, et ces ressources-là vont être plus performantes puisqu'elles activent dans un cadre tout à fait légal et elles sont plus à l'aise. Djellal Abdallah, quels sont les profils les plus recherchés qui vont bénéficier d'ores et déjà de ce statut selon vous? Au fait, dans le domaine des TIC ou de nouvelles technologies, donc on a beaucoup de consultants. En fait, on fait appel toujours à des consultants dans des domaines bien précis, que ce soit en cybersécurité, que ce soit dans le domaine de l'infrastructure. Donc, et la plupart du temps, je rejoins ce qu'a dit Anis, c'est que la plupart du temps, on fait appel à des consultants et on utilise des contrats de consulting. Mais c'est plafonné, et ça nous empêche de continuer toujours avec le même consultant. Donc, on est toujours obligé de passer à un autre. Donc là, dans le domaine de l'économie numérique et surtout dans le domaine de l'IT, on fait appel à ce genre de personnes. Et avec cette loi, ça va nous permettre et ça va nous faciliter, l'acquisition ou carrément faire appel à des consultants qui ont le statut d'auto-entrepreneur. Nazim Sini, Nassim Arhab rappelait que ce statut concerne également les étrangers qui habitent en Algérie, mais ça facilite aussi aux Algériens qui travaillent avec des boîtes étrangères, notamment avec des boîtes françaises, de facturer et d'avoir des marchés. Tout à fait, c'est surtout ça l'objectif de ce dispositif, c'est de permettre à ces jeunes ou à ces consultants de travailler dans un cadre complètement légal. Il ne faut pas oublier aussi que certains d'entre eux sont confrontés à des difficultés, notamment pour faire valoir leurs droits. Je vous donne un exemple concret. Si demain vous faites appel à une entreprise, hors cadre légal, cette dernière refuse de vous payer une prestation qu'elle vous a quand même commandée, vers qui vous pouvez vous tourner. Mais là, si vous avez la possibilité de facturer, d'avoir un numéro d'auto-entrepreneur, ça va modifier radicalement les choses. Juste pour faire un parallèle, vous savez que ce statut-là existe en France depuis 2008 et près de 2 millions d'entreprises sous ce dispositif ont été créées depuis 2008. C'est pour vous montrer un peu le vivier d'entreprises et d'entrepreneurs qui ont été créés grâce à ce statut. C'est aussi, ça a été un formidable amortisseur au chômage endémique des jeunes de moins de 30 ans. Ça, il faut le rappeler. Moi, c'est souvent ce que je dis à mes étudiants. Je leur dis, quand vous êtes dans l'incapacité de trouver un job, créez le vôtre. Et donc le statut d'auto-entrepreneur va permettre justement cette bascule et ce switch entre le statut de salarié ou de demandeur d'emploi vers le statut d'entrepreneur. Et également, ça a été un booster pour l'entrepreneuriat parce que beaucoup de personnes hésitent encore à basculer vers l'aventure entrepreneuriale parce qu'ils estiment que c'est compliqué, administrativement assez lourd. Et puis il y a cette crainte d'aller vers une personne morale ou vous voyez, d'autres statuts. Et il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais la flexibilité, la souplesse de ce statut dans la création et aussi dans la cession.
C'est-à-dire quand on arrête l'activité. On va en parler dans un instant, mais avant cela, Nassim Arhab, ce statut s'inscrit dans la liste des activités qui sont éligibles et fixées par la voie réglementaire, et ça exclut du champ d'application les professions libérales et les activités réglementées. Parce qu'ils ont déjà une réglementation particulière, et pour ne pas faire de chevauchement avec d'autres secteurs, nous allons commencer par une première liste qui ne rentre pas dans les deux. Mais ça ne n'empêche pas, dans le futur, que certaines activités qui ne sont pas soumises à des certificats ou des autorisations particulières de rentrer dans le champ d'application de l'auto-entrepreneur. Est-ce que cette liste est déjà définie? On a une première liste parce que les décrets d'application ont été discutés en même temps de la discussion de la loi, et elle ne va pas tarder à apparaître dans les jours à venir. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Oui, elle sera répartie sur plusieurs secteurs d'activité, non seulement les activités reliées à la numérisation, mais d'autres activités qui ont été proposées par d'autres secteurs. Elle fera l'objet d'un arrêté interministériel pour permettre à tous les secteurs d'introduire des activités qui ne sont pas cadrées et qui peuvent réellement rentrer dans la philosophie de l'auto-entrepreneur. L'inscription se fera à travers une plateforme, cette plateforme il y aura un champ aussi où le demandeur lui-même pourrait proposer des activités auxquelles on n'a pas pensé. Donc, le fait de la mettre dans un décret ou plutôt un arrêté interministériel nous donne un peu de flexibilité de mise à jour et d'actualisation, je dirais, continue. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que le process est complètement numérisé. Tout à fait. Anis Ababsia, vous, à partir de votre activité, dites-nous les activités ou les profils que vous recherchez le plus: designer, infographe, développeur web. Les deux essentiellement, mais pas que. Également tous les métiers relatifs à la créa. Donc, vous avez parlé de designers. Donc, avec toutes les spécialités, ça va des designers simples, statiques, aux créateurs de vidéos, motion design. En termes de communication, tous les métiers relatifs à la communication sur le digital. Donc, en partant de ce qu'on appelle les community managers qui gèrent les comptes sur les réseaux sociaux. Tous les métiers de prestation sur le marketing digital, donc le référencement sur les moteurs de recherche, les développeurs web, donc tout type d'ingénieurs, pas uniquement des développeurs, mais tout type d'ingénierie software. C'est les profils essentiellement qu'on cherche, mais également des fois des consultants pour certains deals. Donc on fait appel à des consultants finance, des consultants marketing, des consultants stratégie. Et en fait, tout ça passait essentiellement par des contrats de consulting. Aujourd'hui, on attend avec vraiment de grands yeux l'apparition du statut. Et c'est ce que disait aussi Nazim Sini à l'instant, c'est l'agilité aussi avec laquelle on peut mettre fin à un contrat, non pas pour exclure une personne ou la mettre à l'arrêt, justement, non, mais parce que le travail arrive sous forme de mission. Sous forme de mission, exactement. Et c'est ça, c'était parmi un petit peu les objectifs ou les motivations de notre secteur pour le développement de la mise en place de cette loi, et aussi une mutualisation des ressources, puisque ces personnes-là ne sont utilisées que dans une période bien précise et qui peuvent être utilisées par plusieurs acteurs économiques, voire plusieurs entreprises en même temps. Et puis ce qui est vraiment très, très intéressant auprès de ces entreprises, c'est qu'il n'y a pas de charge de recrutement, il n'y a pas de charge supplémentaire par rapport au contrat signé ou au contrat de recrutement auquel ils font appel pour ces personnes-là avec une période bien précise de travail. Jalal Abdallah, c'est une partie de la solution, et ce n'est pas bien sûr la solution au problème de l'emploi en Algérie, mais c'est une partie pour résoudre une problématique et une situation. Oui, bien sûr. En fait, quand on voit un petit peu maintenant l'émergence des startups en Algérie, donc pour créer sa startup, donc il faut passer par toute une ribambelle de procédures. Je pense que ce statut et ce décret va faciliter la création de start-up et va nous élever au rang de ce qu'on cherche, de Startup Nation. Donc ça, et en même temps aussi, c'est aussi une solution pour absorber le chômage.
le taux de chômage. Donc, on n'a pas un grand taux de chômage, mais par contre, ça va nous permettre un petit peu d'absorber et d'orienter ces demandeurs d'emploi vers l'entrepreneuriat. Et surtout, en ce moment, on cherche beaucoup plus à aller vers l'économie de la connaissance et l'économie numérique. L'économie de la connaissance, l'économie de la numérique et les startups aussi qui demandent des statuts plus agiles parce que la nature d'une startup, c'est qu'elle commence avec un risque et on ne peut pas recruter Nazim Sini comme ça à tour de bras pour lancer une start-up. Oui, exactement. En fait, si vous voulez, on a juste jeté avec ce dispositif une passerelle juridique entre des relations qui existaient déjà, mais qui étaient exercées de manière informelle. Et c'est ça qui est intéressant dans le dispositif de l'auto-entrepreneur. C'est qu'en fait, on va quelque part formaliser une relation existante et surtout permettre l'externalisation de certains process, de certains besoins. Ça va améliorer aussi la sous-traitance. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez pas mal d'entreprises qui vont faire appel à des solutions externes et qui n'auront pas la crainte de travailler dans un cadre, je veux dire, presque illégal. Parce que c'est ça, quand on parle d'informel, on parle de cadre qui n'est pas légal. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ça va être un formidable booster pour l'entrepreneuriat. Ça va faciliter les relations contractuelles entre les donneurs d'ordre et ces nouveaux start-upers ou ces nouvelles entreprises qui vont se créer sous le statut d'auto-entrepreneur. On l'a dit, ça va être aussi, je pense, ça va absorber une partie du chômage. C'est pas la solution miracle, vous avez raison, mais c'est une partie de la réponse et je pense que c'est une pierre de l'édifice que nous tentons de bâtir, notamment avec les start-up, le statut d'auto-entrepreneur, les levées de fonds, etc. Donc il y a tout un écosystème juridique qui est en train d'être créé, qui va poser les bases d'une relation qui, je l'espère, sera pérenne pour les prochaines années. Anis Ababsia, vous qui faites aussi partie du groupement algérien des acteurs du numérique, est-ce que c'est une solution aussi pour absorber, comme on disait, le chômage, pour être une passerelle avec d'autres secteurs? Passerelle, tout à fait. En fait, nous, quand on discute avec des jeunes, beaucoup expriment en fait beaucoup d'hésitation par rapport à ce passage à l'entrepreneuriat. Créer une entreprise peut paraître quelque chose de très lourd. Tout le monde n'est pas prêt à passer le pas. Donc, en fait, le statut entrepreneur, c'est simplement une formule qui est tout simplement simple et qui permet d'entamer le travail, de passer le pas, de commencer à dénicher des clients, de commencer à facturer, qui n'était pas possible auparavant. Et donc, sortir de cette dichotomie, de ce choix binaire entre être salarié ou créer une entreprise. Et donc, en fait, oui, on pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont être encouragés donc à passer le pas à travers le statut d'auto-entrepreneur, commencer l'aventure entrepreneuriale pour, au final, peut-être un jour déboucher sur la création d'une entreprise ou de start-up. Nassim Arhab, parmi les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, peut-être ils pourront se demander, est-ce qu'on peut commencer maintenant? Quelles étapes faut-il accomplir pour arriver à la création du statut d'auto-entrepreneur? Est-ce que c'est aussi contraignant que de créer une entreprise? Alors, en attendant l'apparition aussi des textes d'application qui ne vont pas tarder dans les jours à venir, il y aura une plateforme qui va être mise à leur disposition, qui est déjà prête, et que tout demandeur de ce statut-là peut choisir parmi la liste des métiers qui va être publiée celle qui lui correspond le mieux. Et toute l'inscription et la demande se fait en ligne. Il a été réfléchi de par son inscription, mais aussi de par sa résiliation. Donc on peut passer annuler son statut pour des raisons que l'auto-entrepreneur le connaît ou des raisons qui sont déjà énumérées dans la loi. La facilité a été réfléchie dans l'inscription mais aussi dans la résiliation du statut. Mis à part le fait d'avoir un plafond de chiffre d'affaires qui doit être pas périodique mais c'est-à-dire stable. Donc le même chiffre d'affaires pendant 3 ans consécutifs. Là on pousse la personne à aller vers le CNRC et créer l'entreprise parce qu'on juge qu'il n'est plus auto-entrepreneur, il peut être chef d'entreprise à travers l'activité qu'il est en train de faire. L'auto-entrepreneur n'a pas le droit de recruter parce que c'est de l'auto-recrutement, il fait l'activité à lui seul et que toute demande est traitée à travers la plateforme de la façon la plus facile. Et même la déclaration auprès de la CASNOS se fait automatiquement. Donc, il n'a pas à se déplacer jusqu'à récupération de sa carte Chifa et sa carte
je dirais, d'affiliation. Jalal Abdallah, l'expérience de l'auto-entrepreneur existe aussi dans d'autres pays. Nos voisins africains, ils ont cette expérience. Vous avez fait un benchmark pour comparer un certain nombre de pays africains avec l'expérience algérienne. Oui, exactement. En fait, dès que j'ai été invité, donc j'ai essayé un petit peu de faire des recherches et j'ai vu que ce statut en fait, commence à émerger chez nos voisins des autres pays africains, donc surtout au Kenya, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Togo, où on voit beaucoup de startups qui émergent, on voit beaucoup de levées de fonds. Il faut savoir que l'Afrique comprend le plus gros taux de jeunes dans le monde. On a plus de 70% de la population qui a moins de 25 ans. Donc, tout le monde pousse vers ce statut d'auto-entrepreneur. Et l'objectif premier des pays africains, de nos voisins, c'est l'absorption du chômage. Première des choses. Secondo, c'est l'émergence de l'économie numérique. On fait face à ce qui se passe ailleurs dans le monde, l'émergence des GAFAM, l'économie numérique qui représente presque 40% du PIB mondial. Quand on voit que les 5 GAFAM, c'est plus de 4 000 milliards de dollars, donc c'est presque plus de 40% du PIB. Donc tout le monde est en train de réfléchir à aller vers tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est digital marketing, tout ce qui est économie numérique, donc de l'intelligence artificielle, du deep learning et ainsi de suite. Donc tout le monde est en train d'aller vers ce secteur-là. Et vu qu'il y a cette partie de auto-formation, donc les gens disent ok, on va vers le statut d'auto-entrepreneur pour me lancer dans l'entrepreneuriat et voir après si j'ai la capacité de continuer vers la micro-entreprise ou l'entreprise. C'est un point important, Nazim Sini, parce qu'on parle à la fois d'auto-entrepreneurs, d'auto-formation, et c'est destiné à une génération qui n'a pas forcément les mêmes réflexes que l'ancienne génération, une génération qui a envie de créer, qui a envie de créer son propre modèle et de vivre dans son propre monde aussi. Oui, tout à fait. Et j'allais vous dire aussi, c'est une génération qui est en quête de sens et qui n'a pas peur de basculer du statut de salarié au statut de chef d'entreprise. Elle peut très bien, du jour au lendemain, aller vivre à l'étranger, revenir, gérer une ferme à la campagne. Vous voyez, c'est une génération qui est en quête de sens véritablement, qui casse les codes, qui est en train de disrupter quelque part les notions que nous connaissons tous classiques des relations de travail, des relations entrepreneuriales. Et ce statut-là, justement, c'est pour moi, j'appelle ça une sorte de stress test. C'est-à-dire, on va tester ses capacités, voir si on est capable de gérer des clients, si on est capable de gérer une comptabilité, si on aime ça, l'entrepreneuriat, entreprendre, aller prospecter, etc. Et puis, si ça nous conforte dans notre conviction que nous sommes prêts à créer une entreprise et à la gérer, c'est surtout ça, c'est la gestion d'entreprise qui est très importante. Là, vous n'avez plus qu'à basculer vers la micro-entreprise, une Earl, une Sarl, etc. Mais c'est pour moi un dispositif qui va vraiment permettre de s'exercer à l'entrepreneuriat qui est devenu un métier à part entière. Donc ça, c'est très important. Et j'allais vous dire aussi, on parle beaucoup de l'économie numérique, mais n'oublions pas que ce statut aussi s'adresse à tous les autres corps de métiers. Ouais. Les métiers où il y a un degré de technicité, notamment dans les corps de métier du bâtiment. Un électricien peut avoir le statut d'auto-entrepreneur. Un peintre, vous voyez, donc les chauffeurs de VTC, les livreurs, etc. Donc c'est pour ça que ça va ouvrir la voie à d'autres types de métiers qui s'exerçaient dans le secteur informel. Et Anissa Bebsia, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un statut, je vais vous poser la même question, Nishim Arhab, qui vient d'abord régulariser un certain nombre de métiers qui existent déjà. Peut-être vous en avez l'habitude de faire appel à des consultants, comme vous avez dit. À partir de ce moment-là, on pourrait faire appel à des auto-entrepreneurs. Oui, parfaitement. Oui, une des difficultés qu'on a eues, c'est que les consultants ont eu la chance de tomber sur nous. Mais en fait, le consultant n'est pas techniquement protégé. Un contrat de consulting, c'est vrai, mais ça ne vaut pas un bon de commande avec une facture en plus du contrat. Et donc, en fait, la relation contractuelle est mieux encadrée, tout le monde a connaissance de ses responsabilités, de ses droits et ses obligations. Et donc, en fait, oui, on espère que le statut entrepreneur va nettement faciliter ce type de relation. Nassim Arhab.
On disait que c'était un statut qui vient, bien sûr, donner des opportunités de travail, bien sûr, comme disait Nazim Chini il y a un instant, s'adresse à une nouvelle génération. Exactement, parce que si on voit aussi le cœur de la loi, c'est un statut qui permet aussi d'exercer chez soi. Ou dans des espaces de coworking. Ouais. Donc on n'est pas obligé de remettre un contrat de location ou ce qu'il en suit. Il suffit juste d'avoir un espace de travail que le porteur de cette activité génératrice de revenus doit communiquer à l'instance qui serait responsable à remettre la carte. Et c'est un statut aussi, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, qui vient donner aussi un peu d'espoir dans un monde qui est en difficulté. Alors, vous venez de le rappeler, Nassima Arhab, on peut travailler à partir de chez soi. Pourquoi ? Parce qu'on est passé par une crise de Covid-19 qui a renforcé cette manière de faire. On ne pensait pas qu'on pouvait le faire avant. Qui a fait émerger d'autres métiers. Je parle des métiers relatifs à la livraison, tout ce qui est en relation d'intermédiation en termes de prestations de services, qu'il en suit. Tout ça n'est pas exclu, ni dans la liste qui va être publiée, ni éventuellement à la demande des porteurs d'initiatives génératrices de revenus. En fait, je reviens un petit peu sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, par exemple dans les métiers du numérique et surtout les métiers de l'IT. Nous, on fait beaucoup appel parfois, on a besoin de développeurs, on a besoin de techniciens, d'ingénieurs sur des projets bien pointus. Et on n'est pas obligé, et parfois on ne peut pas tout le temps recruter une personne juste pour ce projet-là. Mais le fait d'avoir des personnes qui ont le statut auto-entrepreneur, ça nous facilite, disons, cette relation commerciale avec ce genre de profil dont on a besoin. Et si on voit que l'année 2023 sera l'année du numérique, donc ça va beaucoup plus nous aider d'avoir des profils qui ne sont pas tout le temps dans la capitale ou qui ne sont pas tout le temps dans les wilayas limitrophes, mais on peut aller beaucoup plus loin. Bien sûr. Nous allons consacrer la dernière partie de cette émission pour parler des projections 2023. Nazim Chini, alors je vous ai demandé tout à l'heure le parallèle entre la France et d'autres pays européens, mais est-ce que la comparaison est vraiment juste ? Est-ce que ce n'est pas chaque pays qui a son expérience dans ce domaine ? Oui, chaque pays a ses spécificités naturellement. On ne peut pas comparer les écosystèmes, les économies diffèrent, la culture diffère, mais il y a des résultats et des retours d'expérience qui peuvent nous servir à nous. Ouais. Et je vous donne juste un exemple, c'est des chiffres que l'on peut trouver qui sont officiels sur les portails gouvernementaux, français et européens aussi, c'est que 2/3 des entreprises qui se créent actuellement se font sous le statut d'auto-entrepreneur. Le taux donc ça peut paraître impressionnant, mais juste il faut nuancer ces chiffres parce que le taux de défaillance est plus élevé. Pourquoi ? Parce que souvent les auto-entrepreneurs ne sont pas formés à la gestion d'entreprise. Ils n'ont pas accès au même financement que les entreprises dites classiques. Les banques rechignent parfois à financer un auto-entrepreneur parce qu'on lui demande beaucoup plus de garanties. Il y a aussi souvent, les auto-entrepreneurs se lancent sur un coup de tête. Il n'y a pas d'étude de marché préalable. Il y a une demande. Ils veulent répondre à cette demande dans un cadre réglementaire. Ils créent leur auto-entreprise. Ça aussi, c'est intéressant parce que pour nous aussi, ça va offrir cette facilité de création, mais aussi la facilité de clôture. C'est très... Alors, je mets au défi quiconque, même en Europe, de clôturer une SARL. C'est un parcours du combattant. C'est un parcours du combattant. Par contre, là, on peut le clôturer selon Nassim Arhab très facilement. Tout à fait. C'est pour ça que vraiment le cœur de ce dispositif, c'est cette possibilité de switcher entre plusieurs statuts. On peut être un jour demandeur d'emploi, le lendemain auto-entrepreneur, et puis pourquoi pas arrêter, rebasculer dans le salariat, etc. Je pense que le statut entrepreneur égale simplification. Tout à fait. Nassim Arhab, je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Est-ce que ça a été difficile d'imposer ce statut ? On a vu le passage défendu d'ailleurs par le ministre de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises au sein de l'Assemblée populaire nationale, au Sénat. On n'a pas ressenti une résistance, non ? Pas énorme. Ouais. Au contraire, sur certains points, c'est nous qui étaient un petit peu très regardants et protecteurs, mais ça a été... c'est-à-dire... Si je prends l'exemple, par exemple, des étrangers, ce qu'il en suit, c'était à la défense même de l'APN. Et au contraire... Ça vous a pris combien de temps pour préparer ce projet ? Quand même une année. Une année. Anis Babsia.
Encore une fois, c'est 2023. On pense qu'on va gagner beaucoup en agilité, en flexibilité par rapport au projet. C'est exactement ce que disait Jalal Abdullah. Un grand nombre de projets aujourd'hui ne peut se faire. Parce qu'en fait, on n'a pas une planification suffisante sur les projets qui vont émerger et sur lesquels on va travailler tout le long de l'année. Et donc, il est quasiment impossible de planifier ces recrutements en conséquence. Sans compter le fait que les projets eux-mêmes, peut-être qu'il y a des projets qui nécessitent certains profils, mais uniquement dans le cadre du projet. C'est-à-dire que c'est délicat d'aller recruter des gens dans le cadre de CDI, même de CDD, spécifiquement pour des projets. Aussi pour ce qui est des compétences, notamment dans le numérique, et que des fois on retrouve vraiment à la loupe dans certaines wilayas un peu à l'intérieur du pays, et c'est des profils qu'il est difficilement qu'on peut pas concevoir de recruter à distance. Les profils, on peut pas les ramener, les prendre en charge pour qu'ils soient physiquement présents. Et ces profils ont compris en fait l'utilité de travailler simplement à distance et c'est des profils qui passent parfois, comme disait Jalal Abdullah, par l'auto-formation. Et c'est une autre question que je vous pose, parce que vous êtes à la tête d'une agence digitale. Il y a aussi la mutation des postes, c'est-à-dire d'ici 2023-2024, il y aura d'autres profils que vous allez certainement rechercher pour, encore une fois, accomplir des missions ponctuelles, que ce soit par rapport à vos clients ou alors une stratégie de développement. Oui, parfaitement. Une bonne partie des profils sur lesquels nous comptons aujourd'hui au sein de l'agence, j'ai envie de dire, n'existait pas il y a quelques années. D'ailleurs, pour certaines compétences, nous lançons carrément des fois des programmes de formation au sein même de l'agence où nous avons la capacité de prendre uniquement quelques profils. Mais c'est pour dire en fait que le nombre de métiers et la vitesse à laquelle ils émergent, c'est carrément effrayant. Et donc en fait, le fait de donner la possibilité et la liberté aux jeunes de se prendre en charge, de s'auto-former et d'être libres d'aller proposer eux-mêmes leurs prestations, je trouve que c'est quelque chose de formidable déjà pour eux et puis pour nous, parce que ça nous confère l'agilité et la flexibilité de gérer les projets. C'est très stimulant aussi. Voilà. Nazim Sini, on va continuer avec cette question. 2023 sera numérique, sera plus en tant qu'entrepreneur, sera... Oui, bien sûr. Moi, je crois fondamentalement au fait que l'année qui vient, ça va être une année dédiée à la digitalisation, à la numérisation de notre économie, à l'émergence de nouveaux modèles économiques aussi, de la disparition peut-être de géants mondiaux et la naissance d'autres. C'est aussi l'année de l'entrepreneuriat, mais pas qu'en Algérie, partout dans le monde. On sent un frémissement de la part des nouveaux diplômés qui ont du mal à s'insérer sur le marché du travail parce qu'il y a des nouvelles mutations auxquelles ils sont confrontés. Et je reste persuadé que ça va être les prochaines années, pas que 2023. 2023 va être une sorte de socle, mais les 10 ans, les 15 ans à venir vont métamorphoser vraiment notre approche des relations économiques, nos relations humaines et nos relations sociales également. Et pour préparer bien sûr les 10 prochaines années, il faut commencer maintenant. Jalal Abdullah. Oui, bien sûr. Donc, je pense que le président de la République a déjà annoncé que 2023 sera l'année de la numérisation de l'Algérie et de la mise en place de plateformes numériques. Donc, qui dit plateforme numérique, donc dit qu'il va y avoir de l'infrastructure, il va y avoir des besoins en matière de profil et surtout, on va se baser sur ce qu'on appelle l'économie de la connaissance et des startups et aussi des PME. Donc là, on va dire que c'est l'Algérie qui va reprendre sa revanche sur les autres pays. Et surtout, c'est de la mise en place de toute cette politique et surtout cette stratégie qu'on attendait depuis fort longtemps. L'Algérie qui ne va pas rater ce virage numérique, Nassima Arhab. Effectivement, numérique et entrepreneurial, et on reste dans cette dynamique un peu universelle. On n'est pas en autarcie. Cette loi va apporter beaucoup à l'écosystème entrepreneurial. J'ajoute à ça aussi la loi sur le congé entrepreneurial qui vient un petit peu compléter l'écosystème juridique qui est en train maintenant de se métamorphoser pour mettre en avant un peu plus l'entrepreneuriat. Le congé entrepreneurial concerne aussi le secteur économique comme la fonction publique. C'est un événement aussi assez important qui s'ajoute à toutes les facilités que l'État est en train de mettre en avant pour un développement d'un entrepreneuriat créateur de richesse. Le congé entrepreneurial qui permet à des salariés de basculer vers l'entrepreneuriat
tout en gardant un certain nombre d'avantages dans le secteur public, c'est-à-dire qu'ils puissent... Entre garder le poste et aller vivre l'aventure entrepreneuriale pendant une année, voire une année et demie, et revenir au même poste au cas d'échec. Voilà. En fait, il y a aussi une partie dans le statut que je voulais parler, c'est le fait de légaliser certaines activités dans le domaine du numérique. Par exemple, ces développeurs et ces ingénieurs qui travaillent au noir, qui travaillent en mode offshore et qui souhaiteraient recevoir leurs devises. Donc, c'est aussi un moyen de rapatrier ces devises. Parce qu'ils donnent la possibilité de création. Exactement. De compte, en fait, la plupart de ces développeurs ou ces ingénieurs ou ces experts dans le numérique ont peur de créer leur propre entreprise du fait que c'est très complexe de lancer sa URL ou sa SARL. Donc, je pense qu'un statut d'auto-entrepreneur qui est simplifié, ça va lui permettre d'exercer en toute légalité, de toucher ses fonds, de toucher ses revenus en toute légalité et sans passer par, disons, ce côté parallèle, donc le marché parallèle ou le marché noir. Sans passer par des banques qui se trouvent en Amérique, enfin pas en Amérique, mais dans les pays baltiques. Oui, tout à fait, ou même dans des paradis fiscaux complètement. Donc, non, je trouve que c'est une bonne chose et comme on l'a dit tout au long de cette émission, c'est une véritable passerelle entre deux univers qui travaillaient ensemble, mais qui avaient besoin d'un raccordement, j'allais dire, juridique et commercial. Donc, c'est une très bonne chose, en espérant que ce dispositif rencontre son public et surtout qu'il ait du succès. Et on va le juger les premiers mois lorsqu'il sera appliqué, voir le nombre de créations d'auto-entrepreneurs, parce qu'il faut dire aussi les choses, c'est une protection pour eux en tant qu'auto-entrepreneur, mais aussi une protection pour le donneur d'ordre. Ça, c'est très important. Quel avantage on peut tirer, justement, vous qui êtes enseignant en économie, quel conseil vous donnez à vos étudiants, par exemple, qui veulent se lancer dans l'auto-entrepreneuriat ? Non, leur dire tout simplement, il faut qu'ils testent, il faut que, vous savez, il faut pas que, même ici en Algérie, il faut pas que nos jeunes aient des blocages psychologiques. Il faut qu'on les encourage à créer. Et c'est ça, en fait, le mindset que l'on doit modifier chez nous, mais aussi même ailleurs dans le monde, c'est de dire, il n'y a pas d'échec, il y a juste des apprentissages. Et que même si un projet ne réussit pas, peut-être que le 10e, le 11e, le 12e, d'ailleurs les plus grands entrepreneurs dans le monde, les grands capitaines d'industrie n'ont pas réussi lors de leur première création d'entreprise. Il aura fallu des dizaines d'années pour bâtir leurs empires et parfois peut-être une trentaine de projets qui ont échoué. Donc moi je leur dis toujours, il faut croire dans vos rêves, croire dans vos projets, surtout s'entourer, demander des conseils auprès des anciens, des plus expérimentés. Et autour de ce plateau, vous avez quand même des pépites qui peuvent accompagner nos entrepreneurs et qui peuvent donner des conseils et surtout ne pas avancer isolé. Ça, c'est très important, mais aussi ne pas avoir peur, j'allais dire, de ne pas réussir. Si un projet ne fonctionne pas, c'est pas grave. On repart dans le salariat et puis on revient une fois qu'on a acquis de l'expérience. Anis Ababsi, vous voulez réagir ? Je voulais vous poser aussi la même question par rapport à 2023. Vous qui êtes en plein dans une agence purement digitale, 2023 pour vous, ça sera... L'investissement dans quel projet prioritairement ? Beaucoup de projets. Très très honnêtement, 2023 c'est une année qui s'annonce vraiment optimiste. Donc on commence à ressentir une forme de relance. Donc après vraiment une période de crise, de stagnation, beaucoup de projets étaient à l'arrêt. On commence à ressentir une forme de relance et on commence surtout à se préparer pour cette relance. Et donc se préparer veut dire commencer dès maintenant à cartographier les profils dont on peut avoir besoin et s'il se rend auto-entrepreneur ou pas, on ne sait pas encore. Et c'est en fait dans la continuité de ce que disait Nessima et Nezim, les deux prénoms se rapprochent. En fait, une fois que le statut légal, c'est-à-dire les textes d'application seront là dans les jours à venir, encore faudra-t-il également travailler à convaincre ces jeunes-là de basculer sur le statut. Parce qu'en fait, il y a un plan de communication. Exactement, c'est ça. Je pense qu'il y a une grosse campagne de communication à effectuer parce que ces gens-là, ces jeunes-là étaient dans une forme légale auquel ils se sont habitués et donc naturellement il y a une forme de résistance donc au changement qui sera naturellement résolue par donc ce que disait Nassima. C'est un point important. Nous allons certainement faire un autre numéro sur cette campagne de communication pour convaincre, pour faire de la pédagogie surtout. Tout à fait. On compte surtout sur les personnes qui ont été les premiers demandeurs de ce statut-là et c'est eux qui vont être un peu les témoins en termes d'application de ce statut-là. Il n'exclut aucune
aucune catégorie. Même les étudiants auront le droit à avoir une carte d'auto-entrepreneur. De par, il y a certains qui sont déjà étudiants et qui sont aussi inscrits dans une logique d'entrepreneuriat. Ils font leurs études, ils prestent aussi en même temps. Non, j'allais vous dire, pardon, juste pour compléter, vous savez, très peu de personnes peuvent évoluer comme ça dans l'ombre éternellement. Donc j'allais vous dire, à un moment donné, c'est même ces gens-là qui sont demandeurs d'être sous la lumière et d'être dans un cadre légal, juridique, qui puissent eux se protéger. Et puis surtout, ça va leur ouvrir d'autres portes, parce que beaucoup de monde refuse de travailler avec ces consultants ou ces jeunes qui sont dans l'informel. Donc je pense que ça va même leur ouvrir des portes, contrairement à ce que l'on peut penser. Et puis c'est culturel aussi, parce qu'on vit tous en Algérie, on sait comment ça se passe. C'est culturel et il y a une pression parfois sociale pour dire qu'est-ce que vous faites dans votre coin ? Est-ce que c'est légal ce que vous faites ou pas ? Bon, généralement, quand on travaille et on reçoit de l'argent, ça se passe comme ça, parfois c'est dans l'informel. Mais le fait d'avoir un statut, de facturer et d'avoir justement une couverture sociale, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, ça peut rassurer. Et tous ses droits en tant que citoyen. En fait, c'est rassurant, je pense, dans les deux côtés. D'un côté, l'auto-entrepreneur, donc il est rassuré d'assurer une certaine retraite. Bien sûr. Et du côté demandeur, donc le client, il est rassuré du fait de pouvoir déclarer ça en tant que charge ou faire entrer ça dans ses charges. Donc ça va permettre de mettre à plat ce stress dont on parlait au début, donc du côté du contractant et du co-contractant. Voilà. Une autre question que je voulais vous poser tout à l'heure, Jalel Abdallah, le pays le plus avancé en Afrique par rapport à ce statut d'auto-entrepreneur, est-ce qu'il y a un pays qui se distingue ? En fait, je ne pense pas qu'il y ait un pays. Donc, quand j'ai vu un petit peu, donc c'est les pays où le côté entrepreneuriat ou start-up émerge le plus. On voit beaucoup plus au Kenya, au Sénégal et en Afrique du Sud. Alors là, on voit un petit peu le Togo qui commence à se lancer, un petit peu côté Égypte, mais pas beaucoup. Mais il s'arrête et j'espère voir l'Algérie aussi, parce qu'on commence à un moment, l'Algérie veut se placer comme un hub du numérique, des startups. Nous avons accueilli justement la conférence africaine des startups il y a quelques jours, quelques semaines. C'est une occasion aussi pour se placer comme un hub du numérique, du start-up et de l'auto-entrepreneuriat. Effectivement, c'est une occasion aussi qui nous a permis de voir un peu les écosystèmes africains de près et voir les similitudes je dirais, en termes de politique publique appliquée dans ces pays-là, et voir aussi les possibilités de faire un peu de l'Afrique un écosystème complet et complémentaire, de par prendre les avantages ou les avancées de chaque pays et avoir une certaine mutualisation de connaissances et d'expertise en termes de développement des écosystèmes start-up et entrepreneuriaux d'une façon générale. Oui, l'Algérie se positionne comme hub et c'est parmi les objectifs d'être leader en termes de start-up dans la région. On fait un dernier tour de table pour avoir votre actualité. Je commence avec vous, Anissa Babsi. Actualité par rapport à cette fin d'année et 2023. C'est exactement ce que je disais. Fin d'année assez difficile, dernière ligne droite, c'est la fin d'année. Un 2023 très optimiste, c'est ce que je disais. On espère une grosse relance qu'on commence déjà à remarquer. Et donc oui, c'est aussi pour ça qu'on est en train de parler du statut entrepreneur. On travaille également sur des projets de formation, de mise à disposition de contenu de formation complètement dématérialisé, notamment à disposition des jeunes qui sont un peu partout à travers le territoire national et qui souhaitent acquérir les compétences numériques qui leur permettront de se lancer tout seuls dans le cadre légal du statut auto-entrepreneur. Nazim Chini, donc je disais enseignant à l'Université Aix-Marseille, entrepreneur avec des projets entre les deux rives. Oui, tout à fait. Beaucoup de projets qui puissent faire justement le lien entre les deux rives de la Méditerranée. Faut pas oublier que nous avons une diaspora qui est très importante de l'autre côté, qui suit cette émission d'ailleurs et qui rêve de revenir en Algérie. D'ailleurs, c'est pour ça que le sujet doit certainement les intéresser, pour ceux qui veulent créer leur auto-entreprise en Algérie, pour
pour peu qu'ils soient résidents, il me semble. Donc c'était ça le préalable. Beaucoup de projets à venir également. Moi, je suis très confiant dans l'année 2023. Il ne faut pas oublier qu'on sort de 2 années de Covid. On a un conflit russo-ukrainien qui a plombé un peu l'économie mondiale. On espère que ça va se stabiliser, qu'il va y avoir un cessez-le-feu. Et il faudrait que nous, l'Algérie, que l'année 2023 soit l'année de l'export, l'année du numérique et l'année de l'entrepreneuriat. Donc très optimiste et très confiant pour l'année à venir. Merci beaucoup, Jalal Abdallah. En fait, comme je disais à Nice, donc ouais, c'est vrai que l'année 2022, on essaie de clôturer assez rapidement. On est sous le stress, mais on est très optimiste pour 2023. Avec des sujets autour du cloud, des sujets autour de la cybersécurité, de la sensibilisation et surtout de la formation et du partage de connaissances aux startups et aux entrepreneurs. Voilà. Nassima Arhab. L'année de l'entrepreneuriat aussi, ça me ravit d'entendre ces messages optimistes de nos opérateurs économiques. C'est aussi un challenge de notre département ministériel, mais aussi du gouvernement, pour une meilleure facilité, bien sûr, et une meilleure je dirais, agilité et flexibilité de la législation pour permettre à ces opérateurs de se développer. L'année de l'export aussi par excellence et l'année de l'export hors hydrocarbures et l'année des initiatives entrepreneuriales. Et on suivra avec beaucoup d'intérêt toutes ces initiatives, que ce soit au ministère de l'économie et de la connaissance des startups, mais également dans tout l'écosystème. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Nassima Arhab, vous êtes chargé d'études et de synthèse au ministère de l'économie et de la connaissance des startups et des micro-entreprises. Jalal Abdallah, vous êtes expert en économie numérique. Nazim Sini, vous êtes enseignant en économie à l'Université Aix-Marseille et un entrepreneur également. Et Anis Ababsia, vous êtes directeur général de l'agence Zone. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'ai eu le plaisir de la préparer avec Nawal Abada. Elle a été réalisée par Hassan Chakour. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et lundi prochain pour un autre numéro de l'Heure Écho. Belle année.